Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, le retour du donjon des chaînes des bougies, ça faisait longtemps, vous l'aurez compris, de toute façon si vous écoutez ce podcast dimanche soir ou lundi qu'on fait cette émission à chaud, et la clim est chaude en tout cas, on a froid après ce deuxième but nantais à la 88e minute, match nul de l'OGC Nice, de partout à la Beaujoire, un match pourtant longtemps maîtrisé, Jim a mené 2 fois au score, on aurait pu recoller à 1 point de la 6e place et à 2 points de l'Europe, mais malheureusement on restera à une certaine distance, on ne profite pas des faux pas rennais et lillois ce week-end. Bah écoutez, tant pis, on va se fouetter un peu pendant la demi-heure, les 3/4 d'heure d'émission qui nous attendent. On va évidemment décortiquer ce qui n'allait pas et ce qui nous a conduit à ce résultat, mais aussi ce qui allait, parce qu'on a quelqu'un qui a choisi d'être optimiste sur cette rencontre-là. On reconnaît sa force de caractère là, honnêtement. C'est Alric qui est avec nous. Salut Alric, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, je suis pas complètement optimiste, mais je suis pas abattu, donc j'ai envie de voir du positif aujourd'hui, malgré la déception du match nul. Eh bien, heureusement que tu es là, parce que de l'autre côté de la table virtuelle de notre studio d'enregistrement, c'est la soupe à la grimace avec Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va ? Mal, j'imagine, du coup, comme la plupart des supporters du gym. Ouais, cette fois, salut Sky, salut Alric, salut à tous. Ouais, cette fois, c'est compliqué. Je suis vraiment éteint et très très déçu par cette défaite. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment une défaite, donc on va essayer d'en parler, mais je suis vraiment extrêmement déçu cet après-midi. Ouais. Ouais, 2 points de perdus et pas 3, c'est peut-être le seul point positif que de notre côté de la table, Jérémy, on va essayer de retenir, mais bon, on sait qu'au fur et à mesure de l'émission, ça fait office de thérapie aussi, un peu d'en parler, on aidera à voir un peu plus clair et un peu plus positivement en attendant le retour du gym à la maison, et notamment la Coupe d'Europe jeudi où il y a de belles choses à jouer. Mais avant de parler de l'Europe, sur le terrain, en tout cas, parlons peut-être de l'Europe au classement. Messieurs, l'OGC Nice avait une vraie chance, avec les faux pas de ses concurrents directs, de recoller un peu à ce top 5 et se rapprocher même directement du top 6 en revenant à 1 point. Malheureusement, on va rester à 4 points de Rennes 5e et à 3 points de Lille 6e. Bien sûr, à 11 journées de la fin, rien d'irrémédiable, surtout que tu vas encore affronter certaines équipes du haut de classement, mais aussi de Lorient, qui revient à 43 points à égalité avec toi dès dimanche prochain. Donc il y a encore beaucoup de matchs à enjeu. Ce n'est pas perdu mathématiquement pour l'Europe, bien sûr, mais très clairement, c'est 2 matchs d'affilée, que ce soit le match nul face à Auxerre le week-end dernier, et là face à Nantes, 2 équipes qui sont dans les 5, les 5, 6, 7 dernières équipes de notre championnat. Tu aurais dû logiquement avoir 4 points de plus. Avec 4 points de plus, t'étais à la place européenne de Rennes. Beaucoup de frustration sur ce point-là. Et on espère surtout que ces points-là vont pas nous manquer lorsqu'il faudra faire le compte à la 38e journée. C'est frustrant, c'est décevant, mais ça veut dire aussi que la période actuelle que l'on vit avec Didier Digard, elle est exceptionnelle. Parce que déjà, tu ne perds pas. Et puis parce que tu es en train de faire une remontée malgré tout qui est très importante, très belle, et qui te permet d'y croire. Je veux dire, quand Didier Digard arrive à la tête de l'OGC Nice, c'est impensif, on l'a déjà dit, mais c'est important de le rappeler, tu n'y crois pas une seconde, moi le premier. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose d'avoir cette déception, ça veut dire que le travail de Didier Digard, de son staff et de toutes les personnes qui ont été mises en place depuis début 2023, il est en train de porter ses fruits, il est en train de générer quelque chose de positif au club. Et je serais content d'entendre que les joueurs sont déçus, j'y crois, mais qu'ils soient frustrés de ne pas avoir remporté ce match parce qu'ils pensent à l'objectif européen. C'est ça que j'ai envie de retenir, c'est que oui, c'est décevant là tout de suite et immédiatement. Par contre, ça veut dire que l'OGC Nice a encore de beaux jours devant lui jusqu'à la fin de la saison, et que bien sûr que c'est pas tout à fait perdu, et il y a encore de belles choses à faire, je pense, d'ici la fin de la saison. Alors Jérémy, on a compris que Alric allait nous opposer tous les arguments positifs possibles, oui. Mais on est obligé de lui reconnaître là déjà d'entrée que effectivement, on se serait jamais satisfait d'un match nul à Nantes, notamment avec le passif entre nos deux clubs, et y compris le passif récent. Mais au-delà du scénario qui lui forcément est rageant, frustrant, c'est vrai qu'on peut voir dans la déception qui nous anime tous et toutes aujourd'hui, et y compris les joueurs, on l'espère, c'est le retour d'une certaine ambition. Ça veut dire qu'on s'est remis à croire à cette course à l'Europe, qu'on a retrouvé un intérêt dans la saison en championnat, et que aujourd'hui on a à nouveau envie de gagner tous les matchs et de ne pas calculer, ce qui n'était pas forcément, certainement pas le cas d'ailleurs sur la phase aller, malheureusement. Mais même ces dernières semaines, on se disait oui, on engrange les points, mais attention,
Là, au final, on a juste envie de tabasser toutes les équipes. Et même encore aujourd'hui, on est déçu d'avoir perdu 4 points dans la semaine. Mais on y croit encore, au final, à accrocher ce top 5, même si, à cause de ce genre de résultats, on grille petit à petit tous nos jokers. Ouais, non, sur ce qu'a dit Elric, je suis quand même d'accord. Et c'est vrai qu'on l'avait dit plusieurs fois, le fait qu'on soit dans la course à l'Europe, déjà, ce soit presque un miracle au vu de notre début de saison. Donc ça, c'est sûr et c'est toujours à prendre en compte, bien évidemment. Mais après, moi, ce qui m'a frustré aujourd'hui, ça va peut-être surprendre, c'est plus le contenu dans le match qui m'a beaucoup frustré, mais j'y reviendrai après. Mais en fait, c'est se dire, c'est vrai que mathématiquement, c'est pas fini. On est à 4 points de Rennes qui va jouer, je crois, Lens, Lyon et Paris, il me semble. Donc c'est sûr qu'ils vont peut-être perdre des points et nous, on va peut-être revenir. Mais comment dire, à l'instant T, quand tu te dis que tu as battu Marseille, Monaco, Lens, Lille et que tu prends que 2 points contre Auxerre et Nantes, c'est super rageant. Et surtout, cet après-midi, la manière dont tu perds est rageante parce que tu avais cette victoire en main et surtout tu devais gagner ce match au vu de la prestation de Nantes qui a quand même été très faible cet après-midi, ça m'a même surpris. Mais voilà, moi je suis quand même d'accord avec ces arguments-là, mais il n'empêche que je suis quand même très déçu plus de la manière, parce que le résultat en lui-même, si on était mené 2-0 et qu'on revient dans les 10 dernières minutes à 2-2, ben, ça va. Mais là, c'est surtout la manière dont on perd le match et surtout qu'on aurait pu gagner sur un score beaucoup plus large et qu'on le fait pas. Et c'est des choses où on dit toujours oui, mais c'est une équipe jeune et on va progresser, on va apprendre. Ouais, mais le problème, c'est qu'on dit ça tout le temps et on a l'impression de revoir toujours ces mêmes choses-là. Donc attention parce que tu peux le perdre ce match avec le penalty que tu concèdes 3 minutes après l'égalisation. Donc tout n'est pas négatif, tu peux aussi le perdre. C'est parce que si Ludovic Blas fracasse la cage de Kasper Schmeichel, t'es pas certain d'avoir cette même seconde mi-temps et cette fin de match en maîtrise qu'on avait. Hein. C'est vrai qu'au final, beaucoup de frustration sur le scénario. Hein, tu le disais, Jérémy, de toute façon, quand tu te prends un but dans les 5 dernières minutes, il peut pas en être autrement naturellement. Mais ce que nous dit Alric aussi, c'est qu'effectivement, ce match-là, tu peux le perdre, ou en tout cas perdre les 3 points de la victoire beaucoup plus tôt avec ce penalty. Ça fait écho notamment aussi au match face à Reims, hein, où Kasper Schmeichel il sort ce penalty là et où du coup tu peux potentiellement perdre la rencontre. On se souvient aussi le match suivant face à Auxerre, tu rates ce penalty, mais heureusement courageusement t'arrives à mettre un but juste derrière. Enfin, on sent quand même que face à ces équipes-là, sur ces dernières semaines, tu peux ajouter la barre qui a été trouvée par Tiraspol en Moldavie jeudi. Tu es quand même sur un fil tendu, on va dire, où à tout moment ça peut basculer aussi du mauvais côté. T'as eu beaucoup de chance que ça bascule du bon côté, et notamment dans les premières semaines de la mandature de Didier Digard, où tu as les golassos de Bilal Brahimi, tu arrives à serrer les fesses et à gagner des matchs 1-0 de manière assez héroïque, notamment à Lens. Alors l'idée c'est pas de dire ça y est, la roue tourne et l'effet Digard est estompé, c'est absolument pas notre propos, mais pour dire, tu te rends compte là dans les dernières semaines que là où des fois tu gagnais un peu sur le fil et où tu avais la chance en fait, du coup, où tu provoquais ta chance en étant imperméable, et là où malheureusement la pièce tombe un peu de l'autre côté, tu te rends compte que t'as pas tant de marge que ça en fait pour dominer tes matchs. Et je suis d'accord avec vous de dire ce match-là, si tu arrives à le pilier plus tôt, et je parle pas nécessairement de la toute dernière action avant le contre Nantais où on est plus proche du 3-1 que du 2 partout, tu n'as pas les mêmes regrets. Je voudrais juste, avant qu'on part vraiment du contenu, messieurs, qu'on fasse un petit dernier point sur l'Europe et notamment sur le calendrier. Un match très important la semaine prochaine à la maison face à Lorient, qui est revenu à égalité de points, 43 points avec l'OGC Nice, donc du coup un véritable match à 6 points. Après, tu as un enchaînement d'équipes, à l'exception du PSG bien sûr, qui sont de deuxième partie du classement. Normalement, c'est un calendrier qu'on voyait facile jusque-là, mais vu les 4 points que tu as abandonnés face à Auxerre et face à Nantes, ça va être intéressant de voir si ces 2 accidents de parcours ou une véritable difficulté chronique face aux équipes plus faibles de notre championnat. Et le 7 mai, tu as un Nice-Rennes qui, on l'espère à ce moment-là, vaudra encore très cher dans la course à l'Europe. Mais voilà, pour dire, de toute façon, là, tu as encore largement ton avenir européen dans tes pieds, via le championnat, via la Coupe d'Europe. C'est un autre sujet qu'on abordera en fonction du match retour face à Tiraspol. Mais voilà, si vous voulez conclure sur l'opération comptable en elle-même avant qu'on s'attaque
au terrain, bien sûr, c'est rageant. Mais voilà, comment est-ce qu'on doit imaginer les prochaines semaines? Est-ce que c'est une petite difficulté à gratter des points face à des équipes plus faibles, ou est-ce que c'est peut-être aussi l'enchaînement des matchs avec désormais la Coupe d'Europe dans l'équation qui te fait forcément perdre un peu d'énergie et un peu de points? Vas-y, Jamie. Moi, j'ai l'impression que dans l'enchaînement des matchs, bon, pour l'instant, là, on a eu un premier enchaînement avec 3 matchs, on va dire, mais je trouve que pour l'instant, on le gère plutôt bien parce que physiquement, aujourd'hui, on n'a pas eu trop de problèmes, il m'a semblé. Je nous ai même trouvé plus frais physiquement que Nantes qui a une semaine de repos. Donc je pense que l'enchaînement va bien se passer, mais je reste vraiment d'avis qu'il va falloir continuer à jouer cette Coupe d'Europe à fond, parce que via le championnat, c'est pas que je suis pessimiste ou quoi, parce qu'on a encore nos chances, mais j'ai quand même l'impression qu'on a trop de difficultés ces derniers temps face à des équipes qu'on devrait battre. Et les équipes qui sont devant nous, comme Rennes et Lille, même si là, elles ont eu un peu plus de difficultés, elles ont un moment compliqué, mais je pense que ça va repartir. Et on n'a pas forcément pour l'instant profité de ce coup de moins bien de ces équipes-là. Donc c'est ça qui me frustre un peu. Donc on va voir, hein. Ça se peut, Rennes et Lille vont continuer à perdre des points et à un moment donné, nous, on va réussir à repartir de l'avant. Mais là, on a clairement un coup de moins bien quand on voit nos 2 derniers matchs en championnat et le match aussi à Tiraspol qui est un peu particulier, mais qui dans le contenu était quand même compliqué. Donc là, voilà, on va déjà essayer d'avoir cette qualification face à Tiraspol, et ce match contre Lorient, de toute façon, va être décisif parce que, comme tu l'as dit, Lorient, mine de rien, on les croyait finis, mais ils sont revenus à notre portée. Ils ont le même nombre de points que nous. Donc il va falloir vraiment bien faire et gagner ce genre de match-là, sinon on va avoir de mauvaises surprises parce que, comme je le disais, on regardait beaucoup en haut et les 5 premiers, mais on peut très bien finir 10e derrière Lyon, Lorient et Reims. Donc attention aussi à derrière. Alric, hein, c'est vrai, bon, on est forcément un peu plus pessimiste aujourd'hui. Encore une fois, on enregistre tout de suite après le coup de sifflet final, et puis il y a ce scénario qui te met un sacré coup de massue sur la tête. Mais là où Jérémy a raison, c'est que comptablement, on regarde beaucoup cette 5e et cette 6e place qui sont à 4 points et 3 points devant nous, mais assez peu derrière. Lorient, comme on l'a dit de nombreuses fois déjà depuis le début de l'émission, est revenu à égalité à 43 points, et derrière, même si c'est pas forcément flamboyant non plus au niveau de l'enchaînement des résultats, mais Lyon 9e et Reims 10e ont 40 points. Donc en fait, au final, tu es plus proche de la 10e, tu es aussi proche de la 6e que de la 10e place. Donc tant mieux si on a eu cet excès d'ambition, en tout cas ce renouveau qui nous permet de regarder à nouveau vers en haut. Mais là, les 4 points qu'on a perdus, ça nous a quand même bien remis à notre place, celle d'une équipe du top 8 plutôt que du top 5. Rien n'est perdu encore une fois. Mais autant il va falloir rapidement enchaîner pour reprendre des points, soit à la maison face à Lorient ou après le match suivant à Angers, qui est en train de se liquéfier complètement, parce que derrière, même si tout le monde joue à le premier qui gagne il meurt, mine de rien, ça se rapproche aussi. Oui, mais ça veut dire qu'en fait, déjà actuellement tu es à ta place. Il n'y a rien d'outrant à dire que tu es à ta place, à cette 7e place. Je trouve que ce qu'on a fait jusque-là, c'est une très bonne chose. Si on arrive à monter encore plus, c'est très bien. Mais finalement, voilà, les deux accros de ces dernières semaines sont la preuve que on est à notre place. Mais surtout, ça va permettre de voir aussi si les joueurs sont capables de se remobiliser un peu plus, de refaire des efforts un peu plus, comme ils le faisaient au début, et ce qu'on voit peut-être un petit peu moins depuis le match contre Auxerre. Parce qu'effectivement, si leurs ambitions sont réellement d'aller décrocher la 5e, voire la 4e place, et pourquoi pas, il va falloir en faire plus. Et là, ça va être intéressant de voir le caractère du groupe de Digard. En tout cas, on voit que le coach, lui, il sait ce qu'il veut, et la soufflante qu'il a poussée sur l'égalisation nantaise me fait dire que il saura mettre ses joueurs dans les bonnes conditions, à voir si les joueurs eux-mêmes sauront répondre à ses attentes. Voilà, espérons que ce soit le cas dès jeudi en Coupe d'Europe, et effectivement dimanche aussi en championnat. On serait quand même bien inspiré d'enchaîner 2 victoires là pour se redonner un peu d'air. La semaine a été belle avec cette victoire 1-0 à Chisinau face au Sheriff Tiraspol, mais bon, quand même, effectivement, espérons que notre aventure européenne ne nous coûte pas non plus une fin de saison où, même si on n'est pas européen, essayons de faire en sorte qu'elle ait un intérêt et qu'on puisse s'emballer jusqu'au bout du bout.
Après, Alric, je suis d'accord avec toi par rapport à la physionomie de la saison et puis même par rapport au projet, au statut des différents clubs français, être à la lutte avec Rennes et avec Lille, bon, pour moi, ça ne me semble pas honteux. C'est bien la place de l'OGC Nice, peut-être surtout cette saison où il y a eu voilà, une grosse mutation. C'est ça que je voulais dire, surtout cette saison en fait. Effectivement, en espérant que ce soit peut-être mieux dans les prochaines semaines. Mais on n'y est pas encore, on a repoussé l'échéance le plus possible, messieurs, mais on va parler un peu du terrain quand même. Alors bon, chacun comme d'habitude y verra plutôt le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Parlons déjà des choix de Didier Digard si vous le voulez bien. Turnover oblige avec le match en semaine et une qualification à aller chercher jeudi prochain à l'Alliance Riviera. On pense notamment à la titularisation d'Alexis Beka à un poste inhabituel. Il a déjà évolué à ce poste-là au cours de sa jeune carrière, le poste de latéral de piston droit. Le retour de Melvin Barr dans le 11, la titularisation aussi de Badreddine Bouanani et de Ross Barclay pour faire notamment souffler que ce soit Gaëtan Laborde, voilà, Aaron Ramsey qui n'était pas encore tout à fait apte et qui rentrait en cours de match, Jordan Lotomba, Ayoub Amraoui, qui ont pu eux évoluer sous la tunique rouge et noire ces derniers jours. On va commencer par la classique question, si vous le voulez bien. Est-ce que vous comprenez ces choix-là? Et on va peut-être d'abord commencer aussi par la question de Alexis Beka. Est-ce qu'on avait vraiment d'autres options à ce poste-là avec la nouvelle blessure, ou en tout cas disponibilité de Youssef Attal? Voilà, c'était couillu, original de la part de Didier Digard de se lancer là-dedans. Vous allez me dire si déjà ça vous a semblé correct comme prestation, mais surtout voilà, quand vous avez vu le 11, est-ce que vous auriez pu faire quelque chose de différent et voulu faire quelque chose de différent? Moi j'ai bien aimé cette composition parce que je trouve qu'il y a un turnover assez logique qui se fait, étant donné que tu fais quand même souffler des titulaires comme Lotomba, Laborde. Je pense qu'il avait besoin parce que ça faisait longtemps qu'ils avaient enchaîné tous les matchs. Et tu fais jouer des joueurs qui avaient besoin un peu de temps de jeu. Je pense à Ross Barclay qui n'est pas qualifié pour la Conference League, en BK qu'on revoit enfin. Donc moi la compo m'a plu, je l'ai trouvée cohérente. C'est vrai que ce poste pour BK était pas nouveau parce qu'il avait déjà eu des expériences à ce poste-là, mais on va dire qu'on l'attendait pas forcément à ce poste-là. Après voilà, il fallait faire souffler Jordan Lotomba et je trouve que le match d'Alexis Beka était vraiment bon parce qu'il n'a pas été en difficulté sur son côté alors qu'il y avait Moses Simon en face et il a même plusieurs fois apporté un petit peu de danger offensivement. Il était là, il était présent, donc j'ai vraiment beaucoup aimé sa prestation. Donc non, moi je trouve que la composition et les choix sont plutôt bons. Alric, au-delà de la question à laquelle tu vas répondre évidemment, mais si les choix te semblent cohérents et en tout cas faute d'alternatives aussi à certains postes, et on pense notamment à Alexis Beka encore une fois, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation aussi? On va doucement glisser sur le début du match après, mais sur la prestation de ce 11 on va dire bis, en tout cas pour les postes qu'on a cité. Est-ce que tu as vraiment senti déjà une différence de niveau par rapport aux titulaires, qui éventuellement a montré quelque chose d'intéressant, a pu tirer son épingle du jeu? Alors, dans un premier temps, je vais répondre rapidement sur la titularisation de Alexis Beka au poste de latéral. Je vais trahir un petit secret, c'est que moi j'avais pas vu le 11 annoncé par l'OGC Nice, donc quand j'ai allumé la télé, je vois Alexis Beka sur un côté, je me dis tiens c'est bizarre, je le trouve très bas sur le terrain, et je comprends qu'il est latéral, et je me dis ça c'est original, et puis je trouve sa prestation a été très correcte. C'est pas son poste, mais il a su rendre service, et c'est là où je trouve intéressant Didier Digard. C'est ce que je disais notamment par rapport aux jeunes qu'il avait lancés ces dernières semaines, c'est qu'il met tous les joueurs face à leurs responsabilités. Tu veux jouer, montre-nous que même à un poste qui n'est pas le tien, avec tes qualités, tu peux apporter quelque chose. Et bon, il commence à y avoir un embouteillage du côté du poste de latéral droit, parce qu'on a Jordan Lotomba titulaire. À l'infirmerie, beaucoup aussi, quand même, il y a un embouteillage. J'ai pas compris. À l'infirmerie aussi, quand même, il y a beaucoup. Voilà, non, mais c'est vrai. Mais là, avec Alexis Beka qui offre une nouvelle alternative, Antoine Mendy, Lotomba et bon, je cite pas Youssef Attal parce que pour moi c'est fini. C'est plutôt intéressant. Voilà. Et globalement, 30 très bonnes premières minutes. Pour moi, ce match était emballant, plus tu marques vite. L'ouverture du score de Terem Moffi sur corner, dès la 5e minute de jeu. Le seul corner que tu tires bien dans le match d'ailleurs. Dans la saison, pas loin. On a déjà exagéré un peu. Mais
30 très bonnes premières minutes. Je nous trouve en maîtrise. Il y a des espaces. On arrive à en profiter. On lance nos attaquants. Barclay au cœur du jeu. Je me disais, tiens, c'est pas trop mal. Surtout que sur une des actions qui amène le but, il est à la relance. Donc je trouve ça intéressant. Et puis, tu fais une erreur, une faute stupide, après avec une perte de balle malheureuse. Et là, d'un seul coup, tout se désagrège. Et en 5 minutes, tu peux perdre le match. C'est ça qui m'a un peu déçu, c'est cette extinction d'un coup sur un enchaînement d'erreurs. Voilà, mais globalement, là, ce 11 bis, je le trouve intéressant. Et voilà, comme je le disais, ça me donne envie de faire confiance un peu aveuglément à Didier Digard. Jérémy, un bon début de match, une bonne première demi-heure, en tout cas, comme le disait Alric. Derrière, il y a ces 5 minutes atroces qui sont à 2 doigts de faire basculer le match dans un cauchemar. Heureusement, Ludovic Blas rate son penalty. Bon, est-ce que c'était vraiment celui-là qu'il aurait dû rater face à Nice? L'histoire ne nous permettra pas de le savoir, mais en tout cas, ça te permet de rester vivant cette fin de première période, alors qu'au final, Nantes avait été, c'est le Nantes d'Antoine Koumboiré a été dégueulasse, comme tout le reste du temps de toute façon. Mais tu as cette perte de balle de Youssouf qui amène le tir, qui après derrière, Kefren Turam arrive pas à ressortir le ballon, ça arrive sur Melvin Barr qui lâche un tacle complètement improbable, qui donne un bon coup franc au Nantais. Bon coup franc à la fois qui est quand même à 30 mètres et excentré, du coup on peut aussi se poser la question de notre capacité à remporter les duels aériens, puisque c'est le deuxième but qu'il y a aussi nous coûte sur un ballon dans les 6 mètres. Voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer que le gym a complètement perdu pied dans ces 5 minutes, et puis après, même si ça a été moins chaud sur la cage de Kasper Schmeichel globalement, jusqu'à la mi-temps, ça a été très en deçà de la première demi-heure, pas de réussite, difficulté à ressortir le ballon. Je crois qu'on arrive à reconstruire qu'une seule occasion en un quart d'heure dans le camp nantais. Le joueur nantais interrogé à la mi-temps disait que c'était le temps que eux comprennent qu'on joue à 5 derrière alors qu'ils avaient travaillé une défense à 4. Est-ce que pour toi c'est ça? Nantes a juste mis du temps à rentrer dans le match et du coup après, en profitant de ces 2 faits de jeu, nous a mis la tête sous l'eau? Est-ce qu'on a été un peu en sur-régime aussi dans le premier acte et c'est les changements en fin de partie qui nous ont un peu permis de sortir la tête de l'eau? Comment est-ce que tu t'interprètes cette extinction brutale et subite des Lumières niçoises? Justement, moi, ce qui me frustre, c'est que tu as un match que tu domines largement, parce que tu as des occasions en veux-tu en voilà, surtout en seconde mi-temps. Je trouve que tu marques des buts comme des grands, et en fait tu prends 2 buts comme des grands aussi, quoi. Donc c'est ça qui est frustrant, c'est que tu as une mainmise sur le match qui est là, c'est un fait. Et en fait, l'équipe de Nantes, moi j'étais quand même surpris parce que je les ai trouvés vraiment en deçà des derniers matchs où je les avais vus jouer, notamment contre Rennes, où ils avaient eu énormément d'occasions, mais ils n'avaient pas réussi à marquer. Et bon, là ils ont été très, très réalistes. Je nous ai trouvé cette fois vraiment pas réalistes devant les buts. Parce qu'on a vraiment eu énormément. Ça, c'est un problème récurrent. Excuse-moi, non, tu as raison, c'est récurrent. Bon, c'est vrai qu'on a mis 3-0 à Monaco, très bien, mais je trouve que c'est récurrent. On a vraiment énormément de mal, surtout dans les choix dans la surface. Il y a ce tir de Mofi où tu dois clairement, on peut pas lui reprocher de vouloir tirer. Dans cette position-là, tu peux clairement la passer à Ramsey pour. Surtout que sur l'occasion d'avant où il est en position de tirer, il choisit intelligemment au contraire de la décaler à Youssouf. Donc au bout d'un moment, l'instinct du buteur, on peut lui accorder qu'il essaie de casser la cage. C'est ça, et puis après, tu as aussi, à un moment donné, tu as cette action de Lotamba, mais quelques minutes avant le but de Youssouf, ou non, juste après, pardon, tu as Thuram qui remonte le ballon. Il y a au moins 4 ou 5 solutions. Il tire alors qu'il est hors de la surface. Je veux dire, mais après, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Kefren Turam ou à Terem Moffi, parce qu'on en a aussi parlé, mais aux joueurs de enfin prendre leurs responsabilités et l'initiative de tenter leur chance? Il y a Ross Barclay aussi qui tente un peu plus tôt une lourde frappe à l'extérieur de la surface, alors qu'on s'est plaint que cette équipe avait peur de tirer et voulait rentrer avec le ballon dans la cage pendant des semaines, voire des mois. Kefren Turam, c'est lui qui, il y a quelques semaines aussi, avec une frappe dans une position similaire, te permet de marquer. Ça peut pas rentrer à chaque fois. Oui, il y avait d'autres solutions, mais à la fois, ses coéquipiers aussi aspiraient un peu la défense nantaise. Il avait la place de tirer. Bon, malheureusement, c'est sûr que le geste n'est pas bien exécuté et avec le prisme du résultat, tu regrettes. Mais histoire de voir le verre à moitié plein, est-ce que tu peux pas aussi te féliciter de dire que tu as de plus en plus de joueurs qui souhaitent être dangereux? Et d'ailleurs,
ça me permet de faire le lien avec une stat que j'étais en train de voir tomber pendant que vous parliez, messieurs. Youssouf est le 10e joueur niçois à marquer cette saison. C'est le club de Ligue 1 avec Lorient, l'OGC Nice, qui a le plus de joueurs différents qui ont inscrit. Donc comme quoi, voilà, le danger commence aussi un peu à venir de partout chez nous. Je sais pas si c'est vraiment positif, mais ça montre aussi que on a beaucoup de joueurs de qualité qui sont capables d'être décisifs. On va peut-être rester sur le match de Terem Moffi parce que buteur et passeur décisif. On avait quelques petites inquiétudes sur ces dernières semaines face aux équipes à bloc bas, pour reprendre une expression chère à Brice. Là, ça a été beaucoup mieux globalement. Il y a eu cette occasion-là qui met dans le petit filet. Il a été très très présent. On l'a vu un peu plus complice, notamment avec Gaëtan Laborde et avec Kefren Turam. C'est un match qui est rassurant au-delà des stats, et c'est vrai, hein, je crois que c'est 3 buts de passes décisives depuis son arrivée à Nice, hein, c'est quand même extrêmement correct pour un joueur qui a eu aussi des matchs compliqués à traverser. Bon, on va pas non plus dire Terem Moffi c'est parfait ou Terem Moffi c'est nul à chaque match en fonction du résultat et de ses stats, mais en tout cas sur la tendance face à une équipe supposément plus faible, là on l'a vu un peu plus actif, un peu plus complémentaire de ses coéquipiers, un peu plus intéressant, un peu plus remuant. On peut au moins s'accorder sur ce point positif-là dans la rencontre, la performance individuelle de Terem Moffi. Oui, mais par contre, il manque encore des automatismes, il manque encore de la spontanéité pour le lancer. J'en veux pour preuve le nombre de fois, on l'entendait en plus sur le bord du terrain, où Didier Digard disait lancez Terem, notamment en fin de match, arrêtez de faire de la construction à 2 francs et lancez Terem Moffi en profondeur, quitte à ce que ça fonctionne pas, hein, mais tu tentes ça. Et je trouve que même si on l'a bien fait en première mi-temps, même si on l'a fait par séquence en deuxième mi-temps, dès qu'il y a eu le coaching du coach de Digard, on a manqué l'occasion, lorsque le jeu s'est encore plus ouvert en fin de match, de le lancer pour mettre le danger. J'en veux aussi pour preuve la percée de Jean-Claire Todibo en toute fin de match où tu te dis bah voilà, il y a Moffi qui se lance, il va lui donner la balle, ça va faire 3-1, merci, bonsoir. Et non, on s'arrête, on fait une passe latérale et voilà. Et donc c'est ça qui, je trouve, c'est encore frustrant, on manque de spontanéité dans nos transitions avec Terem Moffi, mais le fait qu'il marque, le fait qu'il soit décisif, ça efface un peu ça, je trouve. Ouais, je trouve qu'il a fait un bon match, hein. Il a fait ce qu'on attendait de lui, il a été décisif. Un but, une passe décisive, et en plus, comme on l'a dit là sur l'action de Youssouf, il fait un super travail, parce que justement, il voit que son coéquipier est en meilleure position que lui, et c'est sur ça que moi je critiquais la frappe de Thuram à un moment donné. C'est dans les matchs où tu es vraiment face à un bloc bas, tu dois tenter ce genre de frappe. Après, quand tu as des meilleures solutions et des espaces comme on les avait là, tu dois quand même d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus lucide. Là, voilà, il a très bien fait sur cette action, et Youssouf a vraiment le temps de cadrer sa frappe et de bien la placer. Donc non, un bon match dans l'ensemble. Je trouve que dans le collectif, même, il y a beaucoup de mieux avec lui. Il nous a fait gagner pas mal de ballons. Donc je suis content de le voir à ce niveau-là, et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il avait mis ses 2 buts à Monaco quand on commençait à douter un petit peu. Là, c'est pas qu'on recommençait à douter un peu, mais on était un peu frustré qu'il puisse pas remarquer. Et là, il remarque encore, donc on n'a plus forcément de doute, parce qu'on sait que voilà, quand il a des occasions, il n'en a pas eu énormément depuis son arrivée, mais à chaque fois qu'il en a, c'est quasiment à chaque fois au fond. Donc c'est quand même une très bonne chose, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je propose qu'on joue tous les matchs à l'extérieur d'ailleurs, parce qu'il marque que à l'extérieur. Ouais. Même, est-ce que Monaco c'est vraiment à l'extérieur? Bon, oui, c'est vrai, vaste débat. À chaque fois, Aléric se trompe. Hein, effectivement, il sait pas où quand il est chez lui ou pas. Hein, Aléric, hein, décidément, le garçon est un peu perdu. Blague à part, messieurs, alors sans vouloir fracasser l'équipe et commencer à sortir la mitraillette pour le peloton d'exécution. Je pense qu'au niveau des satisfactions, on va très vite passer sur le reste. Hein. Bon, Jean-Claire Todibo qui, d'après les informations de Téléfoot, serait quand même pressenti pour intégrer la prochaine liste des 23 de l'équipe de France. On rappelle qu'il a reçu, comme Kefren Turam, sa préconvocation un peu plus tôt dans la semaine. Donc on sera jeudi 14h en attendant la rencontre face à Tiraspol le soir devant notre télé pour une fois, ou devant nos réseaux sociaux pour attendre la liste de l'équipe de France en espérant y voir Jean-Claire. Bon, super match. Il a même à un moment donné, comme vous le disiez, eu envie d'être numéro 10 aussi, comme
comme Jordan Lotomba. On peut peut-être aussi dire un Khéphren Thuram assez intéressant dans la portée de balle, un Badreddine Bouanani qui a été remuant comme à son habitude. J'ai beaucoup aimé Bouanani, j'ai beaucoup aimé, excuse-moi je te coupe. Mais non, mais restons là-dessus, du coup, le match de Badreddine Bouanani. J'ai beaucoup aimé, beaucoup d'initiatives, notamment en première mi-temps. Moi, j'aime bien. En plus, à un moment donné, je me suis posé la question s'il n'était pas numéro 10, parce que je le trouvais beaucoup dans la construction, au cœur du jeu. Il redescendait, il touchait le ballon, il décalait, il frappait. Non, c'est comme ça que j'ai envie de... C'est comme ça que je l'imaginais, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Et j'ai l'impression qu'il commence à prendre la mesure de ce qu'on lui demande, et surtout qu'il commence à prendre confiance en lui par rapport à ses qualités. On savait qu'il avait des qualités, mais là, voilà, il est pro, il a signé, il enchaîne les matchs et il montre des choses très intéressantes. Et si en plus maintenant il commence à prendre des initiatives personnelles pour éventuellement marquer son but ou être décisif encore, eh bien pourvu que ça dure, parce que pour le coup, je l'ai trouvé très intéressant. C'est peut-être le jeune joueur qui a le plus d'avance dans son intégration au groupe pro cette saison à l'OGC Nice. Bon, il y a peut-être une petite concurrence avec Antoine Mendy, mais qui, avec sa blessure, forcément s'en éloigne un peu. Mais moi, aujourd'hui, Badreddine Bouanani, je le vois davantage comme un jeune joueur du groupe pro que comme un jeune qui intègre le groupe pro, en fait. Pour moi, il fait, ça y est, partie quand même intégrante de l'effectif, à la différence d'un Ayoub Amraoui, qui monte petit à petit dans le groupe pro, tout ça. Mais moi, très clairement, c'est un élément important des 20, voire même des 18 joueurs de l'OGC Nice. Un peu aidé, il est vrai, aussi par la faiblesse de certaines recrues qu'on a pu avoir à son poste et sur les côtés qui n'apportent pas entièrement satisfaction, mais on en reparlera peut-être à leur retour respectif de blessures. Jérémy, avant de parler de ce qui a moins bien marché, est-ce que j'aurais oublié ou est-ce que tu voulais souligner la performance peut-être d'un joueur pour qui ça a fonctionné? Ouais, je vais dire juste 2 petits mots sur 2 joueurs dont j'ai beaucoup aimé le match. Encore une fois, sans surprise, Hicham Boudaoui, qui a été très très bon encore une fois. Et je trouve que sa sortie nous a fait un peu de mal. Bon, après, il faut qu'il souffle un peu, c'est normal, parce qu'en plus, il a un strap à la cuisse. Mais d'ailleurs, tous les matchs que j'ai l'occasion de voir à la télé sur Amazon, maintenant, à chaque fois, tous les commentateurs disent « Ouais, super match, Hicham Boudaoui ». Donc, il a vraiment fait un très gros match. Et Youssouf, que je trouve très très bon aussi. Que ce soit défensivement ou quand il est passé au milieu de terrain aussi en fin de match, il continue sur ses bonnes prestations et il est constant, et en plus il a marqué ce soir. Donc c'est vraiment 2 joueurs que je trouve qui sont en train de monter en puissance petit à petit et qui sont vraiment 2 cadres très importants de notre groupe. Ça a moins bien marché forcément, sinon on n'aurait pas fait deux buts partout face à Nantes. Ça m'écorche encore la bouche de le dire, comme vous le constatez. Il y a des choses qui ont moins fonctionné forcément, et l'idée, comme d'habitude, c'est pas de distribuer des mauvais points ni d'envoyer les joueurs au bûcher, mais bon, c'est de constater ce qui, sur ce match-là en tout cas, a moins bien marché, en espérant que dès jeudi ça se corrige. Celui qui nous a peut-être le plus déçu, parce qu'on le tient en très haute estime naturellement, c'est notre capitaine, c'est Dante, qui sur les dernières semaines quand même se retrouve à être coupable de quelques erreurs d'inattention ou quelques pertes de duel qui nous coûtent notamment cher en termes de points. On peut penser à son duel et à sa glissade perdue face à Gauthier, face à Auxerre la semaine dernière. Là, très clairement, le penalty, heureusement, ne nous coûte pas de points, mais la faute est grossière, et un duel que Dante, tel qu'on le connaît, n'aurait jamais dû perdre. Bon, alors est-ce qu'on est juste devenu trop gourmand avec un joueur qui a 39 ans, qui enchaîne tous les matchs et qui, encore une fois on le rappelle, fait une saison d'une très très grande qualité jusque-là, encore une fois peut-être une de ses meilleures saisons à l'OGC Nice. Est-ce que légitimement il a le droit d'avoir un coup de mou sur 3-4 matchs quand on connaît son âge, l'enchaînement des rencontres, la pression mentale qu'il peut y avoir aussi à haut niveau? Ou est-ce que Didier Digard et en tout cas le l'OGC Nice n'est peut-être pas aussi un peu responsable de l'absence de turnover proposé? Donc là, jeudi, avec sa suspension en Conference League, il sera intéressant de voir par qui il sera remplacé. Est-ce qu'on aura droit à une charnière Todibo Youssouf, Todibo Rosario peut-être, Todibo Viti, qu'on n'a toujours pas vu ne serait-ce que rentrer sur cette rencontre-là. Comment est-ce que vous interprétez la baisse de régime de Dante, si vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une baisse de régime, et puis surtout à quoi est-ce que vous l'attribuez?
Non, baisse de régime, oui, il y en a une, hein, faut être honnête. Ça se voit sur les derniers matchs, comme tu l'as rappelé. Donc c'est bien qu'il puisse souffler jeudi sur ce match de Conference League parce que on voit qu'il a un peu plus de mal et surtout ce que moi j'ai du mal à comprendre, c'est certaines interventions qu'il fait, notamment sur le penalty avec Ludovic Blas. Pourquoi? Bon, alors il fait l'erreur très bien, mais il sait très bien dans cette position-là quand tu te mets derrière le joueur, enfin l'attaquant, et que tu mets un petit coup dans le dos, l'attaquant va tomber quand il est dans la surface. Et ça m'étonne qu'un joueur de son expérience fasse cette erreur-là. Justement, les commentateurs l'ont dit, ils ont dit pour un défenseur de son expérience, c'est quand même bizarre. Et sur le penalty, franchement, je n'ai pas compris. Vraiment, c'était incroyable. Et sur plusieurs situations aujourd'hui, ouais, il était là où normalement il ne se fait pas prendre de vitesse parce qu'il anticipe. Là, il se faisait prendre de vitesse à chaque fois, et ça nous a mis les rares fois où Nantes a attaqué, parce que c'est ça qui est frustrant, c'est que Nantes n'a pas vraiment attaqué dans ce match, mais à chaque fois ils ont été dangereux. Et il était en difficulté, donc voilà, c'est bien que jeudi il puisse souffler un peu, parce que on a besoin de lui, on a encore besoin de lui, ça c'est certain, mais on a besoin de lui vraiment à son top niveau. Et là, c'est vrai que sur les derniers matchs, c'était un petit peu compliqué, parce qu'à Tiraspol aussi, face à Tiraspol, c'était un peu compliqué jeudi aussi. Donc voilà, il va souffler un peu. J'espère qu'on va le revoir en pleine forme parce qu'on a vraiment besoin de lui. Et remplacé par qui alors avant de donner la main à Alric? Parce que Mattia Vitti, qui devrait être sa doublure naturelle, et Tricard chez Tricard. En tout cas, on ne le voit même plus gratter quelques minutes en fin de rencontre. Donc, est-ce bien prudent de le lancer, de le titulariser jeudi face à Tiraspol? On sait que Youssouf a déjà évolué à ce rôle-là, même s'il est davantage performant dans une défense à 3 que à 2 au poste de défenseur central. Pablo Rosario a déjà montré des choses parfois intéressantes à ce poste-là, mais on sait que c'est pas non plus son rôle de prédilection. On se met un peu dans une situation délicate, hein, parce que oui, d'un côté, tant mieux que Dante puisse souffler, vu son âge canonique et ses dernières sorties qui n'ont pas été nécessairement rassurantes, même si encore une fois, hein, c'est l'histoire de 2-3 matchs sur une trentaine, 35 excellents matchs de sa part cette saison. On ne le condamne pas pour le reste de l'année 2023. Mais là, je sais pas... Quelle stratégie tu adopterais face au problème de son remplacement jeudi? Alors, le premier point à voir, c'est si on veut continuer avec une défense à 3 ou avec une défense à 4. S'il y a une défense à 3, je pense que c'est quand même... Enfin, dans les deux cas, moi, je pense que c'est quand même mieux d'avoir Vitti, parce que c'est le seul gaucher à ce poste-là qui nous reste. Après, parce que dans une défense à 3, en plus, Vitti était rentré contre Lens, il avait été très bon. Donc ça me ferait quand même plaisir de le voir. Après, comme tu l'as dit, le problème c'est qu'il n'a pas beaucoup de rythme. Et en fait, j'hésite un petit peu entre Youssouf et Vitti. Après, le problème c'est qu'avec Youssouf, tu aurais deux droitiers en défense. On sait que c'est jamais la meilleure chose. Donc moi, mon premier choix serait quand même Mattia Vitti parce qu'il faut bien qu'il joue à un moment donné et qu'on le voit. Moi, mon premier choix, ça serait quand même d'avoir Vitti, qu'on joue dans une défense à 3 ou à 2. Parce que de toute façon, à 3, on va devoir avoir Youssouf et Vitti avec Todibo dans l'axe, je pense. Et à 2, j'aimerais bien voir Youssouf en 6 et Vitti à côté de Todibo. Alric, on sait que Didier Digard n'a pas peur de lancer des joueurs avec très peu de temps de jeu en pro. On l'a vu avec Ayoub Amraoui qui a enchaîné 3 titularisations et une entrée intéressante aujourd'hui. Il a ressuscité Alexis Beka qui n'avait plus de temps de jeu depuis le match face au Puy, si je dis pas de bêtises, et qui en avait eu très peu de toute façon sur la phase aller. On le sait, on le sent capable de titulariser Mattia Vitti. Après, est-ce que ce sera son choix? On n'est pas dans sa tête. Et toi, ton avis personnel par rapport à cette absence de turnover de la charnière centrale? Alors, c'est pas un reproche qu'on peut lui faire parce qu'elle a été tellement performante que c'est évident que déloger Jean-Claire Todibo ou Dante, c'est compliqué pour n'importe quel joueur. Mais c'est vrai qu'autant on a vu beaucoup Youssouf dans cette défense à 3 et on l'imagine bien enchaîné. On a pu voir Pablo Rosario aussi quelques fois, même s'il a beaucoup joué au milieu ces dernières semaines. Mattia Vitti, ce serait à la fois le choix logique, naturel, mais vu son faible temps de jeu de ces dernières semaines, c'est compliqué de l'imaginer dans un match aussi décisif que ce 8e de finale retour face à Tiraspol. Mais à la fois, si tu ne l'alignes pas là, le message que tu envoies aux joueurs, c'est merci, mais il faut partir maintenant, monsieur.
c'est compliqué d'imaginer Viti jouer jeudi, mais c'est pas impossible parce que Digard, de toute façon, comme je l'ai dit, comme on le sait tous, il met tous les joueurs face à leurs responsabilités. S'il pense que Viti doit jouer ce match pour avoir un droitier et un gaucher dans une défense à 4, c'est une très bonne chose. S'il décide de mettre Youssouf dans une défense à 3, ça peut être bien aussi. Voilà. Après, par rapport à Dante, je pense qu'on... Bon, déjà, on ne peut pas lui en vouloir, comme vous l'avez dit. Je ne vais pas revenir sur tout ce que a dit Jérémy, ce serait paraphrasé bêtement. Mais après, voilà, il ne faut pas oublier que Dante, c'est un joueur qui est difficilement délogeable, pas parce qu'il fait uniquement des bonnes performances, mais aussi parce qu'il a un poids dans cette équipe qui est important. C'est un capitaine, c'est le joueur le plus capé de l'histoire moderne de l'OGC Nice, j'aime bien le rappeler. Et surtout, c'est un joueur d'expérience qui apporte énormément à tous ses coéquipiers. Et je crois que c'est Christophe Galtier qui disait l'an dernier, plusieurs fois, j'ai pensé à pas le titulariser, mais en fait tu te rends compte que c'est difficilement faisable, et je pense qu'aujourd'hui avec l'âge avançant, il paye un petit peu physiquement l'enchaînement des matchs. Maintenant effectivement je pense que jeudi dans ce match face à Tiraspol, ça va le faire du bien de souffler, mais je ne me fais pas de soucis pour lui parce que ça arrive de toute façon d'avoir des mauvais matchs. C'est Todibo en fera aussi des matchs moyens, même si c'est rare, donc voilà. Moi je pense que pour Todibo, un peu de repos, pas pour Todibo, pour Dante, un peu de repos lui fera du bien et il reviendra au top très vite. Bon, espérons. En tout cas, on est curieux de voir ce que sera le choix du coach Gigard jeudi pour pallier la suspension de notre capitaine. D'ailleurs, je vais quand même poser la question, hein, mais à qui doit échoir voilà, le brassard de capitaine? Ok, Todibo, on est d'accord. Jérémy? Oui, Todibo. Oui, Todibo. Même pas envie de faire une blague, tu vois. Voilà. Tout le monde aurait pu tenter une plaisanterie, mais non, on était déter. C'est pour notre futur néo-international. On touche du bois, Jean-Claire Todibo qui pourra fêter ça avec le brassard. Alors Melvin Barr, voilà, merci. La passe décisive de qualité. C'était le prochain sujet de ce podcast, évidemment. Bon, Melvin Barr qui concède, qui foudroie le coup franc. C'est une passe D, hein. Voilà, c'est quasiment une passe DCST, effectivement. Le coup franc qui amène le premier but nantais. Bon, on le rappelle, hein, perte de balle collective. Bon, vous avez tous vu l'action, donc on n'a pas besoin de vous la redécrire. Un geste qui n'est pas maîtrisé. C'est dommage pour lui, parce que il revenait dans le 11, hein, après cette blessure et un peu récupération physique, et en fait on se rend compte que autant on disait que c'était le manque peut-être de concurrence et de fraîcheur physique sur le début d'année qu'il commençait à payer et qui expliquait des performances en dents de scie. Là on l'a pas vu pendant 3 matchs avec la titularisation de Ayoub Amraoui, et là il revient dans le 11, il fait une erreur grossière. Globalement dans la rencontre, ça n'a pas été franchement terrible non plus. L'image est horrible de te dire que tu as enchaîné tous les matchs, tu n'as pas forcément été très bon, mais c'était toi le titulaire parfois par défaut, et là tu as un jeune de la réserve qui arrive et qui en 4 matchs montre que sans être exceptionnel, au-delà du but forcément face à Tiraspol, mais sans être exceptionnel, il a montré qu'il était plus complet et plus sécurisant que toi. Est-ce que c'est la reprise et du coup c'était compliqué pour lui? Est-ce qu'il a juste failli comme beaucoup d'autres joueurs, ou est-ce qu'on se rend compte que le niveau n'est vraiment pas là et il va falloir rapidement compter sur le retour d'un latéral droit pour aligner à gauche Jordan Lotomba, ou du coup c'est peut-être l'avènement de Ayoub Amraoui qui va rester avec beaucoup plus de temps de jeu que prévu jusqu'à la fin de saison? Déjà, moi, j'aime bien l'idée que Amraoui, même s'il n'a pas joué latéral, il enchaîne les matchs parce que il va acquérir de l'expérience pour tenter de prendre la place de Melvin Barr. On me faisait remarquer sur Twitter, alors c'était une personne, hein, mais je le prends quand même en compte, qu'apparemment Amraoui n'était pas au niveau, mais s'il enchaîne les matchs, c'est que Didier Digard lui trouve quelque chose d'intéressant, et moi ça me plaît. Après, par rapport à Melvin Barr, ce qui est frustrant, c'est que défensivement, alors c'est pas fou, mais sur ce match, il y a 2-3 interventions où je me dis ok, il va pouvoir tenir la baraque, et il est capable d'interventions qui sont très intéressantes, et il est capable d'interventions qui sont stupides. Et là, je sais pas, il a pété un câble. Il y va le pied en avant. À quel moment tu vas toucher le ballon?
Et surtout qu'au pire, tu peux accompagner le long de la touche ton vis-à-vis. Enfin, il revient pas désespéré derrière parce qu'il il est pris de vitesse ou quoi que ce soit. Là, c'est juste un timing horriblement maîtrisé. Ouais, et le problème, c'est que l'anticipation, ça doit faire partie de la du latéral moderne, c'est la définition du poste. Un défenseur moderne, et même un défenseur tout court, parce que c'est le point fort de Dante, par exemple. Et là, son intervention, elle est stupide. Donc, en plus, c'est une grosse faute. Enfin, c'est vraiment une faute vulgaire. Avec un arbitre un peu zélé, ça peut vite devenir problématique. Mais voilà, c'est ça que je lui reproche à Melvin Barr, c'est qu'en fait, il est capable du pire comme du meilleur, mais des fois, il a des déconnexions, je sais pas, c'est des cognitives, cérébrales, j'en sais rien, où il fait des actions, c'est difficilement compréhensible. Après, je pense que s'il est gêné par le fait que Amraoui est en train de montrer le bout de son nez, c'est que il a peut-être pas finalement le niveau pour être un titulaire indiscutable, et ça prouve bien qu'il l'a été, ça prouverait bien, qu'il l'a été par défaut. Jérémy, sur le match de Melvin Barr en lui-même, et puis bon, on essaye dans cette émission, malgré le fait qu'on le fasse par passion, qu'on soit juste supporter et qu'on parle sous le coup de l'émotion la plupart du temps. On va peut-être pas condamner la suite de l'aventure de Melvin Barr à l'OGC Nice sur un match, mais là très clairement, le symbole est quand même très très fort. Tu vois un match défaillant après 3 matchs et demi très corrects de Ayoub Amraoui, qui en plus de ça a été récompensé par un but encore une fois. Donc voilà, vraiment en termes de symbole, c'est terrible pour Melvin Barr. Tu te demandes du coup quel est vraiment son avenir à l'OGC Nice si en ayant été titulaire indiscutable, certes par défaut, il a jamais réussi à convaincre de manière constante les supporters de Nice, et là tu lui sors sans faire injure à Ayoub Amraoui, un jeune qui n'a jamais joué en pro et qui sort un peu de nulle part de la réserve et qui au final apporte plus de garanties que lui sur 4 rencontres. C'est dur pour lui, c'est dur pour la suite de la saison et de sa carrière à Nice potentiellement. Et je me permettrais aussi de dire, c'est peut-être un peu un écho négatif du mercato d'hiver où on attendait ce latéral gauche. On nous a un peu joué une symphonie pour nous dire qu'il n'y avait peut-être pas tant besoin que ça. On pouvait peut-être pas prévoir tous les blessés qu'on a eus. Quelques-uns, oui, très certainement. Mais voilà, là, c'est encore aussi signe d'une des dernières limites de l'effectif de l'OGC Nice. Vous avez quasiment tout dit, mais moi je trouve encore une fois que c'est un match super moyen de Melvin Barr. Moi j'ai noté un bon match de sa part cette année, très bon match de sa part, c'était contre Reims à domicile, où il avait vraiment été très bon. Sinon tous les matchs, moi je le trouve en difficulté, où des erreurs de placement, justement des fautes qu'il fait de temps en temps comme là, et ça nous coûte très cher. Enfin cette faute, avant qu'il y ait le but, j'ai tweeté, j'ai dit mais pourquoi cette intervention? Pourquoi tu fais ça aussi loin de ton but? T'arrives comme un bulldozer, tu fais une grosse faute comme ça, alors que il n'y a pas à faire ça. Et bon, je veux dire, il est jeune, mais il a quand même de l'expérience maintenant en pro aussi. Donc c'est une erreur que je ne comprends pas et qui ne doit pas arriver, tout simplement. Ça ne doit pas arriver à ce niveau-là. Et après voilà, son match il est pas catastrophique, mais c'est trop moyen, c'est beaucoup trop moyen, il apporte pas assez offensivement. Enfin, j'étais plus convaincu par le match de BKBK à droite que le sien à gauche, et c'est dire, hein, parce que BKBK il a quasiment pas de jeu de la saison, et il joue pas à son poste, et je l'ai trouvé plus convaincant. Donc voilà, le constat est là, c'est dur, mais c'est comme ça. Donc non, moi je trouve trop en difficulté. Et malheureusement, on sait qu'en plus en piston, il a plus de mal que dans une défense à 4 où il est quand même un peu mieux, je trouve. Donc bon, là, je pense qu'il fallait faire un peu de turnover et il revenait. Donc je trouve que le choix était cohérent de le faire jouer, mais voilà, il fait trop d'erreurs comme il a fait sur cette faute. Alors c'est dur, hein, parce que si sur le coup franc on défend un peu mieux et quand si Nantes l'envoie dans le mur, on n'en parle plus, on n'en parle pas jamais. Mais je veux dire, la faute en elle-même déjà, elle est incompréhensible. Et après, voilà, le reste de son match est quand même assez moyen dans l'ensemble, comme trop souvent.
Je vous propose, messieurs, en tout cas, je me propose d'aborder le dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, avec nos auditeurs. Après, on terminera par votre sujet perso. Naturellement, ce podcast dédié au match nul du jour face à Nantes, de partout à la Beaujoire, on le rappelle. Je voulais parler de l'entrée d'Aaron Ramsey, parce qu'il nous a quand même beaucoup manqué ces dernières semaines. Ça a été un peu un fil rouge des réactions, que ce soit dans notre émission, sur les réseaux sociaux, de dire au milieu de terrain, on sent quand même l'absence d'Aaron Ramsey dans la maîtrise technique. Je trouve quand même que sur cette rencontre-là, il y a bien un avant et après son apparition. Avant, on a réussi, notamment par l'activité de nos latéraux et ce but sur coup de pied arrêté, un peu à pallier son absence au milieu de terrain, mais on avait vraiment du mal, je trouvais, à conserver le ballon, à construire quelque chose. Au final, c'était beaucoup de projections de Khéphren Thuram, et Terem Moffi était obligé de redescendre très bas pour construire le jeu. Je trouve que après l'entrée d'Aaron Ramsey, ça a permis un peu au bloc niçois et notamment aux attaquants Gaëtan Laborde et Terem Moffi de jouer plus haut, plus près du but, parce qu'il a su conserver un peu plus le ballon grâce à sa qualité technique, proposer un relais aussi à Khéphren Thuram qui pouvait se projeter à son tour. Ça n'a pas eu d'impact direct sur le résultat. Ça aurait pu, notamment avec quelques belles transversales et belles ouvertures trouvées par Aaron Ramsey, mais voilà, moi je trouve vraiment, et Dieu sait que c'est un joueur que j'ai pu critiquer quand il était critiquable, mais là depuis début de l'année 2023 et son retour dans l'effectif niçois, Aaron Ramsey, très clairement, je trouve qu'au milieu de terrain, il y a un gym avec et un gym sans lui. Ouais, je trouve que j'étais très content déjà qu'il revienne dans le groupe. Parce que je pense et j'espère qu'il sera titulaire aussi jeudi en Conference League, parce qu'on va avoir besoin de son expérience encore plus avec l'absence de Dante. Je trouve qu'il a fait une très bonne entrée comme Laborde aussi. Il a vraiment beaucoup apporté, il a fait beaucoup de très bonnes passes, sa qualité technique a été précieuse, et en plus il a fait beaucoup de bons appels qui auraient dû être confirmés dans beaucoup de nos occasions. Beaucoup de fois il a fait des appels, puis après en fait il a levé les bras en désespoir, parce que il recevait pas le ballon alors que ses appels étaient clairement les meilleurs. Donc non, il a fait une très bonne entrée. Je suis content qu'il revienne aussi vite de blessure, parce qu'on a clairement besoin de lui, de son expérience et surtout de sa qualité technique au milieu. On a besoin aussi de son animation, de son volume de jeu, et il est très complémentaire avec Hicham Boudaoui et Khéphren Thuram, donc c'est très bien qu'il soit là. Et je pense qu'il sera titulaire jeudi en Conference League, parce qu'on a vraiment besoin de lui dans ce genre de match-là. Moi, j'aimerais... je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord, mais surtout, j'aimerais m'excuser plus ou moins par rapport à Aaron Ramsey, notamment lors de cette période après la Coupe du Monde où il met du temps à revenir, où je commence à me dire, ouais, mais en fait, c'est mieux Barclay que Ramsey, il était là en retraite, tout machin. Non, en fait... tout le joueur qu'on nous avait vendu en début de saison, qui se pète tout le temps, qui a été horrible à la Juve. Je me souviens de ce podcast où on nous parlait de ces périodes compliquées à la Juve. Tout ce joueur-là, on l'a jamais vu. Alors oui, il a eu des blessures, mais ça n'a jamais été catastrophique. Et surtout, il a été bon. Et il est toujours bon. Là, ça fait un moment qu'il est bon. Et moi, je pense que ça va devenir compliqué de se dire qui va pas pouvoir prolonger la saison prolonger l'aventure au moins une saison l'année prochaine. L'option est sur la table, on le rappelle, il a signé un contrat d'1 an plus 1 an. Après, il faut qu'il y ait la volonté commune de prolonger l'aventure. Mais aujourd'hui, la question se pose, alors qu'à l'inverse, pour Ross Barclay, je pense qu'elle se pose pas du tout. Mais, non, ça s'est posé brièvement début janvier quand il a mis ses 3 buts. Et parce que le foot, ça va très vite finalement. Mais aujourd'hui, Aaron Ramsey, sans parler de dépendance, parce que j'aime pas ce concept de dépendance à tel joueur ou tel joueur, je pense qu'aujourd'hui, Ramsey, il est important dans cette équipe, dans cet effectif. Il a son influence sur le terrain, c'est clair. Et moi, plutôt que de revenir sur ce que vous avez dit, qui est très juste, moi, je me dis qu'il faut commencer sérieusement à se poser la question de le prolonger. Parce que je me faisais la réflexion quand il y a eu ce but où il fait cette transversale merveilleuse pour Gaëtan Laborde qui amène toute cette construction pour le but de Youssouf. Je commençais à me dire dans la tête quels sont les joueurs que j'ai envie de revoir pour l'année prochaine. Et clairement, Aaron Ramsey, je l'ai coché dans ma liste. Donc moi je voudrais m'excuser un petit peu par rapport à tout ce que j'ai pu dire qui était critiquable, certes, mais où j'étais un peu dur quand il a mis du temps à revenir à la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, il est indispensable.
Effectivement, hein, comme on disait, un milieu avec et un milieu sans lui, même s'il y a d'autres solutions, hein, que ce soit Pablo Rosario, Youssouf aussi éventuellement, Alexis Beka qu'on reverra peut-être dans les prochaines semaines aussi au milieu de terrain. Je vous propose de clôturer notre analyse du match. Est-ce que vous avez un dernier dossier à ouvrir, un joueur dont on n'aurait pas parlé, trop peu parlé à votre goût, je sais pas, le coaching de Didier Digard, les prochaines semaines qui attendent l'OGC Nice, l'actualité du gym, n'importe. La rentrée de Gaëtan Laborde. Excellente, hein, comme d'habitude. Gaëtan Laborde qui était beaucoup critiqué. On sait que voilà, un échange avec Amine Gouiri qui n'est pas passé auprès de tout le monde. Mais en tout cas, niveau implication, moi je trouve qu'il est exemplaire. Et sans vouloir me lancer dans une populaire opinion, je pense que Gaëtan Laborde aujourd'hui correspond vraiment à ce qu'on aime d'un joueur à l'OGC Nice. Un joueur de club par excellence. C'est pas le meilleur techniquement. C'est pas le pire. Pardon, j'étais obligé. Non, mais c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, ok, mais on pourrait en attendre un peu plus d'un buteur comme. C'est pas le meilleur buteur, c'est pas le meilleur joueur techniquement. Par contre, c'est un joueur de club. C'est un joueur dont tu as besoin dans ton effectif, qui va apporter une générosité dont tu as manqué pendant terriblement longtemps. Sa rentrée, elle est excellente parce qu'il a su faire ce qu'il fallait avec le ballon pour mettre en avant la merveilleuse transversale de Ramsey. Il a peut-être manqué l'occasion de marquer son but à un moment où il a été un peu trop collectif, mais c'est pas grave. Il a été super impressionnant. En plus, lui, il avait enchaîné pas mal de matchs ces derniers temps. Et on se disait, ça redevient un peu compliqué. Ouais, mais en fait, il ne faut pas se faire de soucis avec Gaëtan Laborde. Il y aura toujours l'exemplarité dans la générosité. Et c'est ce que j'ai envie de retenir. Pour moi, ça fait partie de ce qui a été le mieux aujourd'hui. Et notamment avec le coach, dans ce coaching de Didier Digard. Jérémy, un dernier sujet à aborder pour clôturer notre émission. Oui, alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec vous pour Gaëtan Laborde sur cette entrée. Et mon point d'aujourd'hui, ça a un peu changé. C'est plus hors terrain. On disait il y a quelques mois qu'on regardait plus trop les APJ, et qu'on trouvait que la communication autour du club était un peu en chute libre. Je trouve que les dernières semaines, le club est beaucoup plus vivant, j'ai envie de dire. Il est beaucoup plus là, présent, près des supporters. Et beaucoup de choses que j'avais lues notamment dans le livre de Fabrice Boquet, je trouve, sont en train d'être appliquées dans notre club. Et j'en suis très content, que ce soit la proximité avec les supporters, donc c'est pas encore exceptionnel, mais je trouve que petit à petit, on est un peu plus présent, il y a un peu plus de monde au stade dernièrement. Alors ça va aussi avec les dernières performances, mais je trouve qu'il y a un travail qui est fait au sein du club qui est très bien en ce moment, que ce soit sportivement avec Florent Gisoffi, et plus généralement avec l'arrivée de Fabrice Boquet aussi. Donc très content un petit peu de ce renouveau par rapport aussi au début de saison qui a été très compliqué aussi, je trouve. On n'avait pas trop de nouvelles du club, on ne savait pas trop ce qui se passait. Là, je trouve que le club est beaucoup plus présent, beaucoup plus là, et c'est très agréable en tout cas. Ouais, à nouveau mon gym, ma famille, hein, très clairement, on est tous dans le même bateau, tous à pousser pour une belle aventure européenne, que ce soit via la Conference League ou via le championnat. Bon, c'est partie remise pour se rapprocher des places européennes. C'est malheureusement la conclusion comptable qu'on peut faire de cette rencontre, mais rien n'est encore joué. Bon, voilà, c'est sûr qu'on a raté le coche de s'incruster dans le top 6 et dans le top 5 sur les deux dernières rencontres face à Auxerre, face à Nantes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il arrive très vite de nouvelles échéances. Tout d'abord, ce match retour face à Tiraspol. On espère un stade plein, ou en tout cas le maximum possible pour un jeudi 21h. Nous, on débriefera le vendredi soir, on l'espère, la qualification de l'OGC Nice pour un premier quart de finale européen depuis 63 ans. On va essayer de pas se porter trop la poisse, mais on a hâte d'y être en tout cas. Et puis on reviendra entre dimanche soir et lundi après sur la rencontre face à Lorient qui, vu l'égalité au classement, est vraiment une véritable rencontre à 6 points, qui va être une rencontre bascule pour la suite du championnat. Est-ce qu'on a à nouveau la possibilité, les ambitions de regarder vers le top 5 et vers cette qualification européenne, ou est-ce qu'on devra se contenter d'une place
dans le ventre mou, dans le top 8, avec voilà nos amis Lorienté, Lyonnais, et moi, tout ça. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission que vous écoutez encore une fois sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Amazon, sur Deezer, sur Spotify, sur plein de plateformes que je suis sûr je ne connais pas. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à nous écouter, toujours nous faire des retours. Enfin voilà, vraiment c'est une super saison qu'on passe sur le terrain et en dehors grâce à vous, et on vous le dit peut-être pas assez souvent, mais en tout cas voilà, c'est sincère, et je le répète à chaque occasion. Jérémy, Alric, merci à vous d'être toujours fidèles aussi à cette émission. On se retrouve très vite, et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. C'est ça.